Mon intervention va porter sur deux parties. Une partie qui va concerner principalement l'IA en tant que domaine de l'informatique, en tant que domaine de recherche, en tant que technologie, qui est en train de trouver des applications dans plusieurs domaines de notre vie, de notre société. Et je consacrerai la deuxième partie de mon intervention pour parler de l'IA dans l'enseignement supérieur et plus généralement dans le domaine d'éducation et ce qu'on fait jusqu'à maintenant dans ce domaine-là et qu'est-ce que l'IA peut apporter en tant que technologie pour améliorer, développer l'enseignement de manière générale et l'enseignement supérieur. Alors, en 2005, il y a un ingénieur, un chercheur et un futurologue américain qui a publié un livre en science-fiction qu'il a intitulé « Humanité 2.0 ». Et dans ce livre, il a présenté une théorie de ce qu'on appelle la singularité technologique. Alors, dans cette théorie, il disait que le développement de la science et de la technologie, il est en train d'évoluer à une vitesse telle qu'un jour, on va se réveiller et on va se rendre compte que l'humanité a changé. Elle a changé pour toujours. Et ce jour-là, c'est ce qu'il appelle, lui, la singularité. Et ce qui est intéressant dans ce livre de science-fiction, parce que les livres de science-fiction, il y en a beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'il est sorti en 2005, eh bien, on commence à voir aujourd'hui certaines des choses dont il a parlé au niveau de développement technologique et scientifique qui touchent à notre vie de tous les jours. Et il a particulièrement orienté ou considéré que 3 technologies vont être vraiment déterminantes dans cette singularité technologique, qu'il a appelé le trio GNR, G comme génétique, N comme nanotechnologie et R comme robotique et intelligence artificielle. Et il considère que ces 3 révolutions qu'on est en train de vivre en réalité, mais que lui, il avait prédit en 2005, vont métamorphoser complètement la société et la vie humaine. Et de ce point de vue-là, il avait prédit, on verra pour ceux qui seront encore là, en 2045, que cette singularité va avoir lieu. Alors, je ne sais pas si réellement 2045, ce sera la date, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce qu'il a proposé, ce qu'il a prédit comme singularité, a l'air de se passer comme il l'a vu. Alors, donc, on vit dans un monde où il y a une accélération très importante de développement de technologies, et particulièrement l'intelligence artificielle. Alors, vous savez que l'IA, c'est une science qui ne date pas de longtemps, elle date de 1956. La première fois que le vocable intelligence artificielle est apparu, c'était en 1956. Et depuis, il y a eu un certain jalon, ou en tout cas faits marquants qui ont marqué l'histoire de l'IA. Je ne vais pas remonter à 1956, mais j'ai essayé de répertorier ici quelques faits marquants qui ont été vraiment des points de l'histoire de l'IA. Depuis 1997, le premier fait marquant, c'était la première fois où un programme informatique qui a été développé par IBM, Deep Blue, qui a vaincu un maître d'échecs international qui est Kasparov. Alors, depuis 1997, l'IA continue à se développer, la science se développe, mais ce qui est important, alors je ne vais pas aller dans le détail de tous ces faits marquants, mais ce qui est important, ce que je voudrais que vous saisissiez, c'est que vous voyez un peu l'accélération que l'histoire de l'IA présente. Nous étions à un fait marquant tous les 3-5 ans, et petit à petit, on est arrivé à un fait marquant tous les ans, et maintenant c'est toutes les semaines, tous les mois, il y a un nouveau fait marquant qui
vraiment qui marque un jalon important dans le développement de cette technologie. Le dernier en date peut-être, c'est 2023 avec Gemini de Google, qui est la première IA générative multimodale. Alors, je vais en parler tout à l'heure. C'est vraiment un cran de plus par rapport à ce que tout le monde a connu en novembre 2022, c'est-à-dire l'apparition de ChatGPT. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette accélération? Qu'est-ce qui a fait que nous vivons cette accélération aujourd'hui? Alors, pour ce qui concerne l'IA, l'accélération est due à trois facteurs. Trois facteurs qui sont, à eux-mêmes, ont subi des accélérations. Et donc, qui a fait que l'IA s'est développée à un rythme exponentiel à un facteur de 3. Alors, le premier facteur, c'est le développement de la puissance de calcul. Nous avons vécu depuis un certain temps une évolution extraordinaire au niveau du développement exponentiel, d'ailleurs, de développement des puissances de calcul. Alors, ce n'est pas seulement développement de la puissance de calcul, mais en plus que la puissance de calcul devient de plus en plus importante, le prix est en train de baisser. Et ça a été un des facteurs qui ont favorisé le développement des technologies et des techniques de l'IA. Deuxième facteur très important, avec l'informatisation, la digitalisation, le monde vit dans un développement spectaculaire du nombre ou de la quantité de données qui sont à notre disposition. Le big data, les données dans les bases de données et les grandes bases de données a été multiplié par 30 en 10 ans. Et c'est encore une fois un autre facteur de croissance de façon exponentielle. Le troisième facteur de croissance développement exponentielle de l'IA, c'est le développement des architectures autour des réseaux de neurones artificiels. Nous sommes en train de vivre actuellement, vous savez que les premières réalisations vraiment intéressantes des réseaux de neurones datent des années 90, mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre une explosion de modèles et d'architectures de réseaux de neurones artificiels, et donc ça a constitué aussi un autre facteur dans l'accélération du développement de l'IA. Donc si aujourd'hui vous voyez cette accélération, c'est principalement dû à ces trois facteurs qui eux-mêmes sont dans une logique d'explosion exponentielle. Alors, pour peut-être fixer les idées, de quoi on parle? Quand on dit IA, c'est quoi? Alors, il n'y a pas malheureusement une définition sur laquelle les scientifiques se sont mis d'accord de façon définitive. Mais en tout cas, il y a certaines définitions qui mettent l'accent sur certains aspects plutôt que d'autres. Alors, on parle de l'IA comme étant des systèmes intelligents ou ayant un comportement intelligent. Ce qui est évident ici, c'est que l'IA porte sur les processus cognitifs. C'est notre façon de réfléchir, de raisonner, d'aborder les problèmes. C'est ça les choses sur lesquelles porte l'IA. Donc, l'IA aussi est une technologie qui est de plus en plus vue pas comme étant une entité isolée, mais forcément en relation avec les données et particulièrement avec les bases de données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de données. Et le troisième aspect important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où des techniques d'intelligence artificielle sont arrivées à dépasser, à travers des modèles, notamment les modèles à base de réseaux de neurones, dépasser les performances humaines dans plusieurs domaines. Par exemple, la reconnaissance faciale, vous l'avez avec vous dans votre smartphone. Vous avez aussi le diagnostic médical à base d'imagerie médicale et d'autres domaines, notamment l'optimisation, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici un peu le champ d'application de l'IA. L'IA, essentiellement, se réfère à tout ce qui est activité cognitive, donc il relève des sciences cognitives. Ce qui a aussi marqué l'histoire de l'IA,
si Nasser parlait tout à l'heure des jalons qui ont marqué l'IA en Tunisie, je me rappelle que la première conférence scientifique qui a porté sur l'IA en Tunisie date de 86. J'étais alors un jeune ingénieur, et jeune chercheur plutôt, et donc on parlait de la première fois de l'IA en Tunisie en 86, il y a maintenant bientôt 40 ans. Mais l'IA de 86 n'a plus rien à voir avec l'IA d'aujourd'hui. Nous sommes passés dans un changement de paradigme. Nous sommes passés d'une IA des années 70-80 qui était une IA basée sur des modèles qu'on appelait les systèmes experts, où on va donner à un système expert des données en entrée, et ce qu'on lui demande, c'est de produire des résultats, ça veut dire des décisions. Alors, des applications dans le domaine médical, on va rentrer des règles dans le domaine médical qu'on souhaite. Alors, peut-être des noms que certains se rémémorent, comme système expert Mycin, Dendral, ainsi de suite, qui sont dans des domaines médicaux, ou bien le domaine de la chimie, de la géotechnique, qui, on leur donne des règles de la forme si alors, si ceci, alors ceci, et le système il est capable de conduire un raisonnement et de produire un résultat. Ça, c'était une approche qu'on appelait une approche top-down, c'est-à-dire qu'on va commencer par définir le problème et on va essayer de l'analyser, décortiquer, et pratiquement on va donner à l'ordinateur la solution. On lui dit, voilà, une étape, si ceci, alors tu fais cela, si ceci, tu fais cela, et ainsi de suite. Et du fait qu'il a une capacité de traitement importante, il est capable de faire des raisonnements que l'être humain, dans certains cas, n'est pas capable de faire parce que ça nécessite l'utilisation de centaines, voire de milliers de règles. Mais on a vu avec le temps que c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible à utiliser à grande échelle, parce que plus on avançait dans les domaines, plus les règles, les bases de connaissances étaient importantes, plus il était difficile de les maintenir, et donc ce n'était pas du tout quelque chose qui était, utile sur le plan pratique, ça ne pouvait pas converger. Et du coup, il y a eu une période où c'était un peu comme on appelle un peu le déclin d'une certaine manière de l'IA, et puis un rebondissement vers les années, fin des années 90, avec l'utilisation ou l'apparition de nouveaux systèmes qui utilisent des réseaux de neurones artificiels, qui a changé complètement de paradigme. On n'est plus dans la logique top-down, mais on est dans la logique bottom-up. Si je vous pose la question, comment vous faites pour reconnaître, par exemple, à partir d'une image que c'est telle personne ou telle autre, vous allez être incapable de me dire pourquoi. Par contre, si je vous donne 10 images, vous êtes capable de me dire ça, c'est monsieur ou c'est madame telle. Eh bien, c'est ça ce que l'approche bottom-up. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire au système d'intelligence artificielle ce qu'il faut faire, mais on va lui donner des exemples. On va lui dire, voilà, ça c'est l'image de telle personne, ou ça c'est l'image de telle maladie, ou ça c'est l'image de quelque chose. Et on va lui donner la possibilité, à travers des algorithmes appropriés, d'apprendre par lui-même. Et cet apprentissage lui permet donc d'être efficace. Et donc, on n'est plus dans une logique où on donne des données avec un modèle et puis on a des résultats, mais on lui donne des données, les résultats associés, et on lui demande de créer par lui-même le modèle qu'il va pouvoir utiliser plus tard. Et aujourd'hui, tout le fondement de l'IA actuelle, l'IA de ce qu'on appelle la deep tech ou le deep learning, il est basé sur ce paradigme bottom-up. Alors, juste, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour insister, voilà un peu une architecture d'un système d'IA, juste pour insister, pour dire qu'il n'y a pas d'IA qui est déconnectée de l'environnement. Une intelligence artificielle doit être connectée à son environnement. Alors, cette connexion peut être une connexion directe, c'est-à-dire elle va puiser l'information directement de l'environnement, comme ça peut être à travers quelqu'un, ça peut être l'être humain qui lui donc alimente le système d'IA par les données. Et donc, il y a cette boucle au niveau du système d'IA avec l'environnement,
avec des capteurs, des actionneurs, et puis le système d'IA va développer un modèle du monde à travers de cette interaction avec l'environnement. Alors, quelles sont les approches au niveau de l'intelligence artificielle? Je parlais tout à l'heure de début de l'IA dans les années 80, enfin début de l'IA, non, mais enfin l'époque de l'IA des années 80. Et donc c'était l'approche qu'on appelait l'approche symbolique, c'était les systèmes experts, les systèmes à base de connaissances, c'était l'apprentissage symbolique, c'est-à-dire qu'on essayait d'apprendre des associations de type si alors. Et aujourd'hui, cette approche a été pratiquement délaissée actuellement, et on ne parle plus que de l'approche statistique basée sur ce qu'on appelle le machine learning à travers des techniques purement statistiques. Et on a différentes approches, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire dans lequel on va donner une donnée et on va lui dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Il y a aussi l'apprentissage non supervisé, où on va laisser l'ordinateur, enfin le système d'IA, apprendre par lui-même sans lui donner aucune indication sur ce qu'on voudrait savoir. C'est à lui de chercher la possibilité de retrouver des similarités ou des regroupements entre... et puis, on parle aussi aujourd'hui de l'apprentissage par renforcement. C'est un apprentissage qui est basé sur une interaction. Donc, le système... on n'alimente pas le système dès le départ par des données, mais c'est l'interaction qu'il a avec l'environnement qui lui permet d'apprendre et de s'améliorer. Et on arrive au deep learning, qui est une approche dans laquelle on peut faire de l'apprentissage supervisé, non supervisé ou de l'apprentissage par renforcement, mais basé essentiellement sur les réseaux de neurones artificiels. Alors, le neurone artificiel, alors il faut toujours mettre artificiel, parce que certains qui ne connaissent pas ont tendance à croire qu'on est en train de travailler sur des réseaux de neurones biologiques. Non. Toute l'idée est partie du fait que, c'est d'ailleurs été l'histoire un peu de l'IA depuis le début, le principal intérêt de l'IA, c'était d'essayer de mimer d'une certaine manière le fonctionnement du cerveau. Et le cerveau, on le sait, à la base, c'est des neurones biologiques. Et donc, on a pensé qu'on pourrait éventuellement mimer ce fonctionnement à travers des neurones artificiels. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à bien des années 70-80, mais en réalité, ça n'a pas abouti parce que la capacité de calcul à l'époque ne permettait pas de travailler sur des réseaux de neurones. Et en plus, pour qu'on ait des résultats importants, il faut avoir des réseaux de neurones de grande taille, avec des milliers, des dizaines de milliers de neurones. Et ça, ce n'était pas possible avec les capacités de traitement de l'époque. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, vous voyez ici un exemple de réseau de neurones avec différentes architectures. Hein. On parle beaucoup d'architecture, que ce soit en couches, ainsi de suite, avec des boucles de rétroaction ou pas. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Alors, donc, nous vivons dans une époque où il y a vraiment une IA qui a révolutionné un certain nombre d'applications dans le domaine, mais un beau jour, on s'est réveillé en novembre 2022 sur une nouvelle approche, une nouvelle révolution, qui est l'IA générative, avec ChatGPT. En réalité, l'IA générative n'est pas née de novembre 2022. En réalité, elle existait bien avant. Mais elle n'a pas eu l'impact qu'a eu la naissance de ChatGPT parce qu'on n'avait pas utilisé l'IA générative à cette échelle de grandeur que celle utilisée par ChatGPT. Donc, actuellement, nous avons deux classes de domaines d'IA. On a ce qu'on appelle l'IA discriminative, dans laquelle on fait des applications de classification ou de prédiction. Et actuellement, il y a une grande mouvance autour de l'IA générative, qui est une IA qui génère son objectif, c'est de générer du contenu quel qu'il soit. Donc, on a des systèmes qui génèrent du texte, c'est le cas de ChatGPT. On a des IA génératives qui génèrent de la voix, vers texte ou texte vers voix, de l'image,
Si Nas parlait tout à l'heure de l'exemple de celui qui a participé, parce qu'il a utilisé une IA générative qui génère des images, et il a proposé ça effectivement dans un concours. Aujourd'hui aussi, il y a des IA génératives qui génèrent de la vidéo, aussi de la musique, aussi du code informatique. Aujourd'hui, Meta, par exemple, est en train de développer une IA générative pour remplacer d'une certaine manière les codeurs. Et dernièrement, l'IA générative multimodale, type Gemini, multimodale, ça veut dire qu'elle est capable d'accepter plusieurs types d'entrées, plusieurs modalités du texte, de la voix, de l'image en même temps, et donc interagir avec cela. Alors, il y a Gemini donc, de Google avec 3 modalités, et Meta, il y a quelques semaines, a sorti ImageBind, qui est une IA générative avec 6 modalités. Donc, pour mettre les choses bien en clair par rapport au domaine de l'intelligence artificielle, vous avez l'IA, vous avez les techniques de machine learning, d'apprentissage, et dans les techniques de machine learning, il y a les techniques de deep learning, et dans le deep learning, il y a l'IA discriminative et il y a l'IA générative. Alors, comment fonctionne, par exemple, ChatGPT? ChatGPT, par exemple, il a été, comment dire, il a été entraîné sur un ensemble énorme de corpus qui sont du domaine commun, mais aussi pas seulement du domaine commun. Wikipédia, des livres numérisés, ainsi de suite. Pour l'anecdote, sachez qu'aujourd'hui, OpenAI est en conflit juridique avec New York Times, parce que New York Times dit que ChatGPT a utilisé les documents, les publications de New York Times pour faire son apprentissage sans l'accord de New York Times. Donc, c'est pour revenir un peu à ce que disait Sinas tout à l'heure, la question de la propriété intellectuelle se pose de façon très importante avec l'IA générative. Et donc, à partir de ces corpus, on a développé les différentes versions de ChatGPT, et la dernière, ChatGPT 4, avec un nombre considérable donc, d'entités qu'on appelle les tokens, en nombre de millions de tokens. Et on a fait l'apprentissage de ChatGPT selon différentes étapes pour avoir un agent conversationnel qui est aujourd'hui ce qu'on connaît. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs architectures de réseaux de neurones qui sont utilisées. Pour ChatGPT, on a utilisé l'architecture de type Transformer, qui permettent de bien adapter aux LLM, Large Language Models. Par contre, il y a d'autres architectures, les architectures à type GAN. C'est une architecture un peu qui est issue du monde du jeu, où il y a deux adversaires qui se relaient. Donc, il y a un qui propose, l'autre qui essaie de critiquer, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'IA générative donc, propose de nouvelles choses. Et puis d'autres architectures qui sont citées ici, mais pas que. Il y a chaque jour, en suivant, on n'arrive même plus à suivre. Il y a de nouvelles architectures qui apparaissent, qui font que les choses se développent. Alors, pour une mise, quelques précisions à propos de l'IA générative et particulièrement de ChatGPT. ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. ChatGPT, c'est des investissements colossaux. Le coût d'une journée de fonctionnement de ChatGPT, c'est $1 million. Donc, pour vous mettre un peu dans l'esprit. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a l'habitude de dire ChatGPT, il a compris ce que j'ai voulu dire et il m'a répondu. Non, ChatGPT ne comprend pas. Il n'a aucune compréhension du monde, aucune connaissance du monde dans lequel il évolue. ChatGPT, c'est un robot conversationnel
qui travaille sur une base purement statistique. Et le retour qu'il fait, on n'a pas le droit d'appeler ça comme une réponse parce que répondre à quelqu'un veut dire qu'on a compris en préalable ce qu'il veut dire. Donc il y a un processus cognitif derrière. Or, ChatGPT ou l'IA générative, il n'y a pas cette connaissance et ce processus cognitif qui permet de dire qu'il a répondu à la question, il n'a fait que, il est programmé pour, à chaque fois que vous le sollicitez, il va produire quelque chose en réponse. Alors, ce qui est impressionnant des fois, c'est qu'il produit souvent des choses qui sont sensées. Mais il lui arrive de dire des choses complètement à côté, ce qu'on appelle les hallucinations. Et donc là se pose une problématique à laquelle si Nasr faisait allusion tout à l'heure, la confiance qu'on peut accorder à ce genre de technologie. Et donc tout le travail avec ces LLM, c'est de les permettre d'être le plus fiable possible et d'avoir des réponses qui sont au niveau de fiabilité et diminuer ces hallucinations. Et donc aujourd'hui se développe une compétence nouvelle autour de l'IA générative qu'on appelle l'ingénierie du prompt. Le prompt, c'est comment poser une bonne question à une IA générative pour minimiser les dérives possibles et pour avoir une réponse qui soit correcte par rapport à ce qu'on souhaite. Et donc aujourd'hui, toute une compétence se développe de l'ingénierie du prompt qui ne nécessite pas forcément une connaissance approfondie de l'IA, mais tout simplement des techniques, comment bien poser une question, un prompt, comment bien rédiger un prompt pour une IA générative pour espérer avoir une réponse adéquate. Alors, ceci donc m'amène au deuxième volet de ma conférence qui est qu'est-ce que peut l'IA apporter au domaine de l'éducation de façon générale et l'enseignement supérieur. Alors, de la même façon que dans certains domaines, on parle de l'industrie 4.0, on parle de l'agriculture 4.0, dans le domaine de l'éducation aussi, on parle de l'éducation 4.0, c'est-à-dire une éducation dans laquelle la technologie est présente pour apporter un certain nombre de réponses à des questionnements ou à des objectifs qu'on voudrait atteindre qu'avant on ne pouvait pas forcément atteindre de la meilleure façon compte tenu de ce qu'on avait comme outil à notre disposition. Alors, pour résumer, l'éducation 4.0, c'est intégrer le processus éducatif de l'apprenant même en dehors de l'institution. C'est-à-dire que l'apprentissage n'est pas forcément un apprentissage qui se fait dans l'institution académique ou éducative, mais il se fait aussi en dehors avec l'environnement. Deuxième point très important, et c'est là l'apport de la technologie, c'est de pouvoir apprendre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Le anywhere, anytime, any device. Aussi, la nécessité qu'on adapte le processus d'apprentissage à l'apprenant. Certains apprenants sont, par exemple, plus captifs des images. Donc, ils sont, sur le plan cognitif, ils sont plus sensibles à l'image. Et donc, il faudrait que le processus d'apprentissage focalise sur ceci. D'autres sont plus captifs au son. D'autres, ils sont plus captifs quand il s'agit d'écrire, ainsi de suite. Donc, chaque personne a des aptitudes d'apprentissage qui sont différentes et l'idée ici, c'est d'avoir un processus d'apprentissage qui soit en cohérence et en adéquation avec les compétences de l'apprenant. Bien sûr, le problème fondamental dans le processus éducatif qui est l'égalité des chances, la technologie nous permet effectivement d'aller vers cette égalité des chances. Alors, ce que apporte l'éducation 4.0, c'est aussi la possibilité de l'apprenant d'avoir réellement une mutation du processus d'apprentissage, où l'enseignant n'est plus
la source de la connaissance, mais l'enseignant devient de plus en plus comme facilitateur et comme coach du processus d'apprentissage. Parce que l'apprenant aujourd'hui, il est avec tout ce qu'il y a autour de lui comme possibilités techniques, technologiques, disponibilité des documents, disponibilité des supports, il est capable de lui-même d'avoir cette possibilité d'accéder à la connaissance. Mais le rôle de l'enseignant ici devient un rôle d'accompagnateur, de facilitateur de ce processus d'apprentissage. Avec, bien évidemment, l'accès sur des compétences entrepreneuriales et des compétences en créativité et surtout en pensée critique. Alors, comment l'IA s'insère dans ce système d'éducation 4.0 ? Alors, l'IA peut apporter des éléments de réponse dans la personnalisation du processus d'apprentissage. Comme je disais tout à l'heure, il est très difficile d'un enseignant de pouvoir, devant une classe où il y a une vingtaine, voire des fois quarantaine de personnes, d'avoir la possibilité d'adresser de façon personnalisée le processus d'apprentissage de chacun en fonction de ses compétences. L'IA, elle est capable, à travers des techniques de type chatbot, d'avoir cette interaction personnalisée avec l'apprenant, de saisir ses points forts et ses faiblesses et de s'adapter en conséquence. L'IA nous permet aussi d'avoir des contenus intelligents et plus engageants pour l'apprenant. Elle est capable aussi d'identifier de façon plus précise les lacunes dans le processus d'apprentissage de l'apprenant et de proposer des techniques ou des approches de remédiation qui sont vraiment personnalisées. Et enfin, l'IA peut soulager l'enseignant d'un certain nombre de choses qui sont, j'étais enseignant et je le sais, le pire des moments que j'avais, c'était la correction des devoirs. C'était vraiment pour l'enseignant ce qu'il y avait de pire, en tout cas pour moi. Et donc, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas à grande valeur ajoutée pour l'enseignant. Donc, l'IA permet donc d'apporter un soutien à l'enseignant pour le décharger de un certain nombre de choses, avec éventuellement des techniques d'évaluation automatique qui lui permettent donc de consacrer plus de temps au processus d'apprentissage lui-même. Alors, quelles sont les parties prenantes dans un système d'éducation basé sur l'IA ? Alors, ce qu'on appelle les systèmes basés sur l'IA en éducation, ce qu'on appelle AI-ED. Et donc, vous avez bien évidemment l'élève ou l'apprenant, vous avez l'enseignant, vous avez bien évidemment les parents, vous avez aussi les gestionnaires, c'est-à-dire l'administration de l'établissement d'enseignement, et les décideurs, en l'occurrence les conseils pédagogiques et autres. Alors, quels sont les points dans lesquels l'IA peut apporter des éléments de réponse par rapport au processus d'apprentissage? Alors, comme je viens de le dire, dans le processus d'apprentissage, il y a plusieurs intervenants et plusieurs volets de connaissances. Donc, on parle généralement de 3 types de modèles qui doivent être présents dans un système d'intelligence artificielle pour l'éducation. Il y a le modèle de l'apprenant, il y a le modèle pédagogique et le modèle du domaine d'apprentissage. Le modèle de l'apprenant est là pour définir ou préciser quelles sont les connaissances qui sont censées avoir été acquises par l'apprenant et donc sur lesquelles on va construire le processus d'apprentissage. Et donc les performances passées de l'apprenant, éventuellement ses difficultés, des fois aussi on prend en considération son état émotionnel, ainsi de suite. Le modèle pédagogique va prendre en charge quelle est l'approche pédagogique préconisée pour l'apprentissage souhaité. Alors, il y a des connaissances pédagogiques ou des expertises pédagogiques. Est-ce qu'on fait, par exemple, l'apprentissage par les pairs,
c'est-à-dire le système dans lequel on met en groupe des étudiants et puis ils se corrigent par eux-mêmes, et donc c'est une approche pédagogique qui peut être, ou bien on fait une approche pédagogique par évaluation formative, sommative, ainsi de suite. Donc je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais c'est les pédagogues qui peuvent définir à chaque fois quel est le mode ou l'approche pédagogique la plus appropriée compte tenu du niveau de connaissance de l'apprenant et compte tenu de la nature du domaine d'apprentissage. Et le troisième facteur, ou troisième modèle, c'est le modèle du domaine d'apprentissage dans lequel va se faire l'apprentissage. Si vous voulez faire apprendre quelqu'un, par exemple, les mathématiques, eh bien, ici, il va falloir définir le modèle d'apprentissage en mathématiques nécessaire et comment on va structurer cette connaissance ciblée pour que le processus d'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. L'autre élément, c'est quels sont les intervenants ou les acteurs dans un système d'éducation basé sur l'IA. Alors, il y a bien évidemment le client cible, entre guillemets, donc c'est l'enseignement supérieur, ça peut être l'enseignement primaire et secondaire, ça peut être la formation professionnelle et continue, et dans chaque cible, il y a bien évidemment approche appropriée. On peut avoir aussi plusieurs types d'applications possibles. Bien évidemment, aujourd'hui, ce qui est le plus en vogue, c'est l'approche de chatbot, mais on peut avoir aussi des systèmes qu'on appelle les ITS, Intelligent Tutoring System, ou bien avec des systèmes des contenus intelligents appropriés, ou bien d'autres approches qui permettent donc de s'inscrire dans ce système d'apprentissage, d'éducation, sans oublier bien évidemment un module de gestion des risques et des fraudes, bien évidemment, pour assurer l'objectif d'équité et de respect de l'éthique. L'autre point, c'est quelle technologie on peut mettre en œuvre. Donc, ça peut être du machine learning traditionnel, ça peut être du deep learning, ça peut être des approches utilisant les techniques de langage naturel ou tout autre. En termes de diffusion, est-ce qu'on est dans une logique de diffusion sur site ou bien en ligne en l'usage du cloud? Encore une fois, ça dépend, chaque établissement doit décider de ceci. Et enfin, les modèles, tels qu'on l'a dit tout à l'heure, le modèle de l'apprenant, le modèle pédagogique et le modèle de connaissance. Alors, il y a plusieurs IA génératives aujourd'hui qui sont à la disposition et qui sont d'un usage grand public, qui peuvent être de grand intérêt pour les enseignants et pour les apprenants. Alors ici, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a une liste qui est établie par l'UNESCO, que vous retrouvez dans le lien tout en bas, qui définit qui a recensé un ensemble très important d'IA génératives qui peuvent être utilisées dans le domaine éducatif. Alors, quels sont les risques? Parlé tout à l'heure, effectivement, il y a bien sûr des avantages, j'en citais tout à l'heure quelques-uns, mais il y a aussi des risques. Le premier risque, c'est l'aggravation de la fracture numérique. Alors, l'apport de l'IA peut être un élément important parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une meilleure approche vis-à-vis de l'égalité et l'équité et l'égalité des chances. Mais si on ne met pas derrière les outils nécessaires et les infrastructures nécessaires, ça peut être un facteur d'aggravation de la fracture numérique parce que pour utiliser une IA, il faut avoir une connexion, il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir l'ordinateur adéquat, ainsi de suite. Alors, il y a aussi des problèmes par rapport à réglementaire par rapport à l'usage du IA, notamment pour tout ce qui est l'usage grand public. J'imagine que vous avez utilisé ChatGPT et si vous vous amusez à lui poser certaines questions très particulières, vous allez vous en rendre compte qu'il est des fois assez silencieux sur certains sujets, sur certaines thématiques, voire des fois il propose des réponses qui représentent un point de vue bien particulier. Et donc on est loin d'avoir une IA, effectivement c'est bien dirigé,
Et c'est pas, je ne dis pas que c'est pas la faute forcément au concepteur, mais c'est parce qu'il a été entraîné sur des corpus de données qui étaient majoritairement favorables à ce point de vue ou autre. Et donc, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure, c'est Nasser, il y a des problèmes vis-à-vis des biais d'apprentissage qu'il faut vraiment être conscient de cela. Ce sont des risques importants sur lesquels il faut donner beaucoup d'importance. L'autre aspect, c'est le côté un peu boîte noire aussi. Il est très difficile d'avoir une explication des contenus qui sont générés par l'IA générative. Même les explications qu'on peut donner des fois restent, on ne sait pas dans quelle mesure comment il a fait le modèle pour générer tel contenu. La notion de deepfake, la notion de possibilité de perte au niveau des humains, des liens humains tels que l'empathie, le soutien émotionnel, ainsi de suite. Et par exemple, l'UNESCO recommande à ce qu'on n'utilise pas l'IA générative dans le domaine de l'éducation pour des apprenants en dessous de 13-16 ans. Parce que ça peut être un élément qui peut avoir des conséquences sur le développement social et humain en termes d'émotion, d'intelligence émotionnelle, d'empathie chez les jeunes. Et le dernier point qu'avait évoqué aussi Sénat, c'est le point de le risque qu'on peut avoir en termes de perte de créativité. On a tendance à aller vite demander à ChatGPT de nous produire, par exemple, un texte, ou produire une image, ou produire... et donc, on n'a plus cet effort cognitif qu'on fait, qui, en fait, développe notre capacité à être créatif et original. Alors je vais sauter ceci. Alors, oui, 2 minutes. Ah oui. Bien, alors, désolé, mais je vais sauter donc beaucoup de choses. Alors, donc, l'UNESCO a travaillé beaucoup sur l'IA dans le domaine de l'éducation et particulièrement de l'IA générative. Et actuellement, ils sont en train de finaliser un cadre qui essaie de définir quelles sont les compétences que doivent avoir d'une part les enseignants et les apprenants dans une logique d'utilisation de l'IA générative. Et donc, les enseignants, par exemple, il faut absolument qu'il y ait un enseignement de l'éthique de l'IA. Et ça, c'est absolument, comme le disait Nasser, tout comme pour les apprenants. Aujourd'hui, le volet éthique est un volet extrêmement important parce que tout ne peut pas être réglementé. Et on n'a pas du tout, d'ailleurs, intérêt à tout réglementer. Parce qu'à chaque fois que vous réglementez, vous allez, surtout dans un domaine émergent comme le domaine de l'IA et de l'IA générative, vous risquez d'étouffer l'innovation. Donc, on est plutôt dans une logique où on essaie de développer des chartes éthiques, des chartes de bon usage de la responsabilité vis-à-vis des usages de ces genres de technologies. Alors, il y a aussi un état d'esprit qui est centré sur l'humain. Il faut absolument ne pas perdre de vue que tout ce qu'on fait doit être pour l'humain. Hein, et on doit tout faire en tenant compte de la présence, avant tout, de l'intérêt de l'humain dans tout ce processus-là. Les connaissances sur les fondements de l'IA, les compétences pédagogiques basées sur l'IA et le développement personnel. Pour ce qui est des apprenants, c'est essentiellement de l'éthique de l'IA, le critical thinking et puis des notions sur les systèmes d'IA et comment on peut utiliser les techniques d'IA et développer des applications en IA. Alors, l'UNESCO avec un congrès qui a eu lieu donc en Chine en 2019, a développé un certain nombre de guidelines autour de l'usage de l'IA dans le domaine de l'éducation et a décrit 4 modalités importantes pour l'IA en éducation avec un certain nombre de valeurs et de principes. Alors, je n'ai pas le temps forcément d'aller dans le détail,
mais sachez que vraiment il y a un travail très très important, très consistant qui a été fait par l'UNESCO dans ce domaine-là, qui peut être vraiment un élément intéressant pour alimenter la réflexion dans l'usage de l'IA dans le domaine de l'éducation. Et enfin, je vais terminer par ceci, pour dire que tout à fait en concordance avec ce qu'a fait l'UNESCO, la nécessité qu'on ait une organisation de l'approche éthique autour de l'IA dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement. Et l'UNESCO l'avait dit, et l'a appelé à cela, il faut absolument que chaque établissement d'enseignement, et notamment d'enseignement supérieur, se dote d'un cadre de gouvernance de l'éthique de l'IA dans le domaine de l'éducation, avec une coordination avec les différents acteurs et avec un comité d'éthique de l'IA au sein de l'établissement qui, lui, doit traiter de façon dynamique les différentes problématiques qui peuvent se présenter en matière d'éthique. Nous sommes tous, en tant qu'enseignants, été confrontés au problème de plagiat. Le plagiat le plus élémentaire, c'était de recopier le texte tel qu'il est. Aujourd'hui, le plagiat, c'est générer carrément des articles entiers par IA générative, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'il faut attaquer de front dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, parce qu'il en va de l'équité et il en va aussi de la responsabilité de tous les acteurs. Alors, je conclus avec 3 citations. La première, c'est une citation bien connue de Nelson Mandela: « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». La deuxième, c'est celle d'un biologiste psychologue qui est Jean Piaget, qui dit « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas ». Et donc, il ne faut jamais perdre de vue cela. Le fait de savoir quelque chose, ce n'est pas ça qui fait de nous des êtres intelligents. Ce qui fait de nous des êtres intelligents, c'est que quand on est face à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés, on est capable quand même de trouver des solutions. Et enfin, pour les étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui, une citation de David Brooks, qui est un journaliste du New York Times qui s'intéresse beaucoup au domaine de l'éducation, qui dit « Si vous êtes un étudiant qui se prépare à vivre dans un monde d'IA, vous devez vous poser la question « Quels sont les cours qui me permettront d'acquérir les compétences que les machines ne pourront pas reproduire et qui me rendront plus humain ?» Ne perdons pas notre humanité, c'est la base de tout. Merci. Merci, Simarakchi. Donc, c'était vraiment excellent. Beaucoup d'informations, beaucoup de détails par rapport à l'IA pour l'éducation. Donc, juste avant de... nous avons 1 minute pour recevoir des questions, si vous avez des questions. Oui. Chaque question, 10 secondes. C'est rapide, professeur Simarakchi. Une question vraiment qui est très intéressante aujourd'hui, c'est la gouvernance. On a le modèle éthique gouvernance, mais la gouvernance, comme ça s'appelle les lycées massifs et Tunis, la gouvernance de l'Internet, beaucoup de... Il y a l'aspect social aussi. L'intelligence artificielle, elle peut toucher l'aspect social, l'aspect économique. Les robots, les machines, la perte des jobs, tout ça. Et ici, la partie sécuritaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au monde un modèle de gouvernance et sur quel umbrella au chapeau, comme ça a été pour la gouvernance de l'Internet sous les Nations Unies? Et il y a ce qu'on appelle les IGF, Internet Governance Forums, et cet espace-là qui traite le développement en général de l'Internet, économiquement, socialement, sécuritairement, tout ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce débat? On voit que c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le développement de l'IA a posé le problème de la gouvernance de façon très insistante à tous les niveaux, à tel point que le secrétaire général des Nations Unies a mis en place un comité d'experts pour réfléchir sur la meilleure approche en matière de gouvernance.
Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de quelque chose qui est en train de se développer, qui a l'accord, en tout cas l'engagement de toutes les parties. Il faut bien savoir ici qu'il y a, vous le savez mieux que moi, à chaque fois qu'on parle de gouvernance, il y a des intérêts et il y a des forces d'intérêt qui jouent. Aujourd'hui, quels sont les acteurs? Il y a 3 grands acteurs. Il y a les États-Unis, il y a la Chine et l'Europe un peu derrière, il faut reconnaître. Les États-Unis, l'approche des États-Unis n'est pas du tout pour une approche de réglementation. Les États-Unis sont vraiment orientés business. Pour eux, tout ce qui est important, c'est de développer le business de l'IA par rapport, sous la pression, bien évidemment, des grandes mastodontes dans le domaine privé qui existent en IA aux États-Unis. La Chine, elle a une approche plus centralisée, orientée sécurité, et donc c'est vraiment l'État qui réglemente, qui définit, avec ce qu'on sait sur ce qui se fait en Chine, qui n'est pas forcément toujours acceptable, il faut le reconnaître. Et puis derrière, il y a l'Europe qui, parce qu'elle est en retard par rapport à la Chine et les États-Unis, elle voudrait un peu se protéger par rapport à ce qui arrive. Et donc, elle a plus une approche réglementaire. Et est en train de développer aujourd'hui l'IA Act pour essayer Et donc, c'est une approche qu'elle a, une approche orientée citoyen. Donc, vous avez une approche business, une approche plutôt forte d'un gouvernement fort, donc de mainmise, et puis une approche orientée citoyen qui voudrait protéger le citoyen européen. Mais il n'y a pas de consensus qui se dégage sur la gouvernance. Et actuellement, même au niveau de l'Europe, il n'y a pas encore de consensus. Il y a eu un comité d'experts qui a été créé au sein de la communauté européenne en appui des autres structures pour leur donner éventuellement l'expertise pour savoir l'IA, comment elle peut influencer différents domaines. Mais il n'y a pas un organe... et à l'échelle des pays, les approches sont différentes. Il y a des pays qui se sont basés sur des commissions techniques, telles que Singapour par exemple, mais il y a un pays comme l'Espagne qui a créé carrément une agence pour la gouvernance de l'IA en Espagne. Donc encore une fois, on patauge d'une certaine manière, on n'a pas encore trouvé un consensus. Par exemple, le président français s'est exprimé une fois en disant qu'il n'y a pas mieux que le CDE pour être l'organe de gouvernance de l'IA, pour éviter effectivement qu'on aille, comme vous l'avez cité, la possibilité qu'on aille dans une structure comme pour le nucléaire, une agence sous les Nations Unies qui s'occupe de la gouvernance de l'IA. Bon, voilà. Merci. Une question d'une collègue qui nous vient de SIPCOM, mais une très petite question. On n'a pas le temps. C'est moi qui est très bavard, donc je vais être limité. Ok, je vous remercie, monsieur, pour la qualité de votre présentation. En fait, ma question, c'était concernant l'utilisation de l'IA, le plagiat pour l'utilisation de l'IA. En fait, je ne trouve pas que... Pourquoi par exemple, en tant que doctorante, je sais faire l'informatique, le mathématique, je sais faire des résultats. Je ne suis pas très excellente en rédaction. Donc, par exemple, le ChatGPT, je vais lui dire que je veux dire cette information. Il va m'aider à la rédiger. Pourquoi je vais être après sanctionné en tant que plagiat par l'utilisation d'un outil qui doit être un plus pour ma thèse. Par exemple, en fait, avant, si je rédige mal, je vais voir un prof d'anglais et de français pour m'aider. J'ai pas tout le monde ont des amis ou bien des profs qui peuvent être utiles et leur donner cette aide. ChatGPT peut nous aider tous. Pourquoi être sanctionné après? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'il faut repenser l'évaluation. Oui, il faut repenser l'évaluation. Donc, nous, permettez-moi, أنا نتعسف على العباد ما نتعسفش على روحي باش ناخذ شوية وقت. Par exemple,
dans les laboratoires toujours écrites en prof d'anglais. C'est lui qui rédige les articles, c'est lui qui corrige les articles. Actuellement, nous avons ces fameux ChatGPT, il peut le faire à la place de ces profs-là, de cet assistant-là. Est-ce qu'on doit continuer à regarder, c'est-à-dire d'une mauvaise, par exemple, vision, c'est lui qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la rédaction. C'est ça le... Alors, moi, je ne suis pas du tout contre l'idée d'utiliser l'IA générative en tant qu'assistant. Oui. Mais le danger, si on le met entre les mains de gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, qui ne sont pas forcément responsables, le danger, c'est qu'on fasse confiance à tout ce que nous produit l'IA générative. Et ça, c'est réellement un danger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut vous induire en erreur. Il peut vous donner des choses qui sont totalement erronées. Donc, entre les mains de gens qui connaissent le domaine et qui savent de quoi il s'agit, pourquoi pas? Personnellement, je ne suis pas contre. Au contraire, ça améliore la productivité et ça vous permet de vous focaliser davantage sur les choses qui sont plus fondamentales dans votre travail en tant que chercheur. Mais bon, c'est un sujet de discussion en tout cas. C'est Nasser 10 ثواني. 10 ثواني. Juste pour dire que, mademoiselle, votre question était, est-ce qu'elle était, je ne rédige pas bien et je souhaiterais être assisté pour la rédaction, ou bien vous lui posez une question et il apporte ses idées à lui. Alors, j'essaie de comprendre un peu la profondeur de votre question. S'il s'agit d'un problème de réécriture, ça nous arrive d'écrire un texte puis de demander à certains coachs, comme je l'ai appelé des coachs, pour qu'ils puissent réécrire le texte, mais les idées sont à vous. Moi, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est qu'il vous amène ses idées à lui. Et d'ailleurs, comme l'a dit Melev, parfois, il vous pousse vers une idée bien précise. Je me souviens, il y a un moment, je demandais à un traducteur, voilà, désolé, je dérape, mais c'est pas grave, un traducteur de me donner la traduction de Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il n'existe pas. Là, il m'a donné Israël. Il m'a poussé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous écrivez ça dans votre texte et vous faites confiance totalement à ce traducteur, vous allez déraper, à mon sens. La même chose peut être dite sur des sujets un peu plus profonds et même scientifiques. Alors s'il s'agit simplement de rédiger, je ne suis pas contre. Mais s'il s'agit qu'il me donne ses idées ou qu'il m'impose ses idées, ça c'est autre chose. Merci.